c'est Flo Delorme. Donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le conflit qui se déroule toujours en Ukraine. N'oubliez pas avant de commencer que mon livre Bouillon la culture est toujours en vente si vous souhaitez soutenir un média indépendant. Merci. Donc l'Ukraine, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu moins discuté dans l'actualité parce que beaucoup de gens sont en train de parler du conflit israélo-palestinien, hein. Mais on voit qu'en ce moment, il y a peut-être une sortie de conflit. Enfin, on ne sait pas encore, on verra, mais il y a des choses qui sont en train de se jouer. C'est d'ailleurs pour ça que l'attention médiatique mondiale est en train de passer au conflit en Israël. Mais avant de voir ce qui s'y joue maintenant, justement en Ukraine, on va revenir sur le pourquoi, le comment et les origines historiques de ce conflit. Donc il faut bien rappeler quelques bases. Déjà, l'Ukraine est un pays qui est techniquement divisé. C'est que si on veut faire une distinction, une séparation, c'est grosso modo à l'ouest, donc Kiev et toute la région, vous avez les Ukrainiens, donc qui parlent ukrainien principalement, mais qui parlent aussi le russe, hein, il faut le savoir. Ils parlent tous pour ceux qui sont allés en Ukraine, ils le savent, hein, tous les Ukrainiens parlent le russe aussi, même si leur langue c'est l'ukrainien d'abord. Et vous avez à l'est les Russes, donc eux qui parlent le russe principalement et qui ne parlent pas tous l'ukrainien, loin de là. Et vous avez ces peuples russes qui se considèrent donc ethniquement comme russes. Alors, petit point historique, la partie que la Russie occupe aujourd'hui, donc les territoires qui ont été récupérés, comme le dit Poutine, qui sont habités donc par des Russes, sont des territoires qui appartenaient à ce qu'on appelait la Nouvelle Russie, donc qui appartenaient à la Russie, ils avaient gagné une bataille en 1764, donc ils les avaient réussi avec Catherine de Russie, je crois, à battre les Ottomans, parce que ça faisait partie du territoire, enfin des conquêtes ottomanes. Donc ils ont gagné cette partie-là, et comme les Ottomans sont partis, ce qui s'est passé, c'est que des Russes sont venus y habiter. Donc depuis 1764, donc ça fait 250 ans à peu près, ce sont des Russes qui peuplent ces régions et ces territoires. Et quant à la sortie de l'Union soviétique, donc on a redistribué les cartes et l'Ukraine a été créée. Ce qui s'est passé, c'est que on avait laissé sur le même territoire donc les Ukrainiens et les Russes, et on avait appelé ça l'Ukraine, en incluant aussi la Crimée. Mais il n'y avait pas de problème à cette époque, car le gouvernement central ukrainien respectait le fait que les gens soient ethniquement des Russes, donc dans cette partie de l'Ukraine, et à partir du moment où ils se respectaient, il n'y avait aucun problème, ils arrivaient à vivre très bien ensemble. Maintenant, il faut bien se rendre compte qu'est-ce qui s'est passé alors pour avoir ce conflit qui a commencé en février 2022. Alors, tout commence, on va dire, au début des années 2000, après que Poutine ait pris le pouvoir en Russie. Les Occidentaux, on va dire les Occidentaux, mais avec toujours les Américains derrière qui dirigent, voulaient asseoir de plus en plus leur influence en Europe de l'Est. Et donc ils pouvaient voir, par exemple, l'OTAN s'est agrandie à l'Est. Et d'ailleurs, il y avait une promesse qui avait été faite à Gorbatchev, hein, quand l'URSS avait cessé d'être, en 1991 donc, que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est. Alors qu'ils ont fait exactement le contraire. Si vous regardez comment l'OTAN s'est étendue à l'Est, depuis l'Allemagne de l'Est à l'époque, ils se sont étendus à tous les pays de l'Est. Et le dernier qu'il reste, on va dire, à soumettre à l'OTAN est l'Ukraine, justement. Et même la Finlande, maintenant, qui au début était un peu contre, je crois que maintenant ils font à peu près partie de l'OTAN. Enfin, ils sont en train d'accepter de faire partie de cette union. Donc, déjà, c'est un coup de poignard pour les Russes, parce qu'on leur avait promis une chose et on voit bien que les Occidentaux ont menti. Donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a eu des jeux d'influence sur l'Ukraine de la part des Russes et des Occidentaux. Donc, à partir de 2003, je crois, la Russie a essayé de faire rentrer l'Ukraine dans des accords bilatéraux, mais aussi des accords d'union eurasiatique, qui offrirait certains avantages à l'Ukraine. Mais d'un autre côté, l'Occident, donc l'Europe aussi, avec les États-Unis toujours derrière, ont essayé d'influencer l'Ukraine pour qu'elle rentre dans un accord avec l'Union européenne. Et donc se sont joués pendant un certain nombre d'années justement les deux influences, l'influence russe d'un côté et l'influence
européenne occidentale de l'autre. Quand il y a eu en 2010 l'élection de Yanukovych, Yanukovych était quelqu'un qui avait une position assez neutre. Donc il essayait de jouer sur les deux tableaux. Donc il voulait respecter les Russes d'un côté, en acceptant certaines de leurs offres, et en même temps jouer aussi le jeu un peu de l'Union européenne, en acceptant certaines de leurs offres, mais jamais en ne cédant à un seul parti. Le problème, c'est qu'après son élection en 2010, en 2013, il choisit d'accepter l'offre russe. Et là, tout de suite, on a vu ce qui s'est passé derrière. C'est qu'on a eu les manifestations de la place Maïdan. Et on sait maintenant, aujourd'hui, on a suffisamment de recul et d'informations pour savoir que derrière ces manifestations où il y avait des snipers qui étaient placés sur les toits de certains immeubles, ils ont tiré dans la foule, enfin c'était juste pour créer du chaos. Ça a été en sous-main payé, enfin sponsorisé par toujours les mêmes, hein, l'Occident, les ONG de George Soros, enfin. Et donc après ça, ils ont mis en place, ils ont viré Yanukovych en gros, ils ont mis Porochenko qui de suite, alors lui, c'était un pantin de l'Occident, quoi, de l'Union européenne aussi. Il a tout de suite accepté de mettre l'Ukraine dans ses accords avec l'Union européenne. Mais vu qu'il a commencé aussi à mettre certaines sanctions en imposant aux communautés russes du Donbass de ne plus pouvoir parler leur langue, par exemple, et en leur disant qu'ils n'auraient rien, enfin il les a mis sous pression, il y a eu de suite des manifestations anti-Maïdan dans le Donbass et en Crimée. Donc on se souvient qu'en 2014, la Russie a repris donc, la Crimée par une action militaire. Et la plupart des gens, il faut le répéter d'ailleurs, la plupart des gens en Crimée sont des Russes, hein, ethniquement sont des Russes. Hein. Pour ceux qui y sont allés, j'y suis allé personnellement et je peux vous dire que ce sont des Russes. Le Donbass c'est pareil. Donc là a commencé, c'est le début du conflit de la guerre. C'est que Kiev a commencé à mettre la pression, ils ont commencé à attaquer les populations du Donbass qui se rebellaient. Et on le sait qu'il y avait des plans pour augmenter le nombre de bombes qui allaient être envoyées sur le Donbass. Alors, les Russes ont eu des réactions. Poutine a dit que c'était inacceptable parce qu'il les considère comme, voilà, ils font partie du peuple russe, donc c'était absolument inacceptable que des gens qui étaient ukrainiens, même s'ils sont ethniquement russes, se fassent attaquer par leur propre gouvernement. Donc il a envoyé des ultimatums. Donc Poutine a essayé de résoudre la situation par la voie diplomatique, mais on sait qu'à chaque fois qu'il y a eu des réunions, que ce soit avec Macron ou avec leurs homologues américains ou d'autres Européens, à chaque fois ça a échoué parce que les Américains et les Européens c'était du théâtre en fait, ils faisaient semblant d'avoir des négociations, mais à chaque fois ils refusaient d'accepter toute proposition russe. Donc Poutine, en ayant assez de cette farce, a décidé d'attaquer en février 2022 pour protéger d'abord les populations donc russes du Donbass et essayer de reprendre, on va dire, les territoires de la Nouvelle-Russie, la Nova-Russia. Les Occidentaux, bien sûr, n'ont pas du tout accepté ça. Donc pour eux, c'était le bon moment pour avoir cette guerre qu'ils souhaitaient avec la Russie depuis un certain moment. Enfin, pour affaiblir la Russie, on va essayer d'expliquer ce qui se passe en arrière-plan. En aidant l'Ukraine, déjà ils ont mis en place des sanctions, l'Union Européenne a mis en place des sanctions pour essayer de, soi-disant, comme disait Bruno Le Maire, affaiblir la Russie. Donc ces sanctions, maintenant on le sait, ça permettait à l'Europe de se tirer une balle dans le pied. Donc les Américains, toujours en arrière-plan, ont poussé les Européens à mettre ces sanctions contre les Russes. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ces sanctions, elles atteignent surtout qui? L'Union Européenne. On voit que l'industrie allemande s'effondre, l'industrie française aussi, alors que les Américains, ils peuvent toujours nous vendre leur pétrole ou leur gaz liquéfié pour 3 fois le prix de ce qu'on payait avant. Et l'industrie allemande en s'ouvre énormément. Les Russes, même s'ils ont perdu une part de marché importante avec l'Europe, eux, d'un autre côté, ils s'en foutent parce qu'ils arrivent à vendre leur pétrole aux Chinois. Enfin, ils ont toujours l'Iran. Enfin, ils ont un marché assez énorme. D'ailleurs, ils vendent encore plus de pétrole aujourd'hui qu'avant les sanctions. Donc, ce n'est pas vraiment un problème pour eux, ces sanctions. Donc, il faut rappeler aussi l'importance
des accords de Minsk. Il y avait des accords qui avaient été signés, donc c'était en 2014 de Minsk, et qui, soi-disant, si vous lisez les différentes clauses qu'il y a dans ces accords, donc ça donnait l'indépendance au Donbass, enfin certaines libertés. Ils n'ont pas du tout été respectés, les différents points de cet accord. Et aujourd'hui, on le sait, parce qu'il y a Angela Merkel et François Hollande qui l'ont dit, que les accords de Minsk avaient été signés de toute façon, juste pour permettre à l'Ukraine de gagner du temps pour pouvoir se préparer et se réarmer pour un conflit avec la Russie. Donc quand on nous dit dans les médias, enfin on nous disait il y a 1 an et demi dans les médias européens, que c'était la Russie qui avait attaqué l'Ukraine sans aucune raison et c'était juste pour assouvir sa soif d'impérialisme et que Poutine est un être belliqueux, on se rend compte que c'est une tartufferie intégrale. C'est que derrière se jouait beaucoup de choses en arrière-plan, avec surtout les Occidentaux qui voulaient que l'Ukraine soit utilisée comme un pion stratégique dans une guerre, on va dire, la géopolitique mondiale, pour affaiblir la Russie en quelque sorte. Sauf qu'aujourd'hui, on le voit, malgré tout ce qu'on nous avait dit au début, que la Russie est en train de gagner sur le terrain. Parce que déjà, l'Ukraine n'avait aucunement les capacités au début de se défendre contre l'armée russe, parce qu'ils n'avaient pas les moyens militaires, humains, tout ça. Mais depuis 1 an et demi, ce sont des milliards et des milliards qui ont été envoyés en aide financière, en aide militaire et même en aide humaine, parce que nous avons des soldats étrangers, on le sait, hein, qu'ils soient anglais, américains, français, australiens, peu importe, hein, des mercenaires qui sont là-bas. Et ce sont eux qui commandent et qui dirigent les opérations, grosso modo. Donc les Ukrainiens sont un peu utilisés comme la chair à canon, il faut dire ce qui est. D'ailleurs, ils ont tellement perdu d'hommes dans certaines batailles comme celle de Mariupol et d'autres, qu'aujourd'hui ils sont en train de prendre des gens qui ne se sont jamais battus, qui n'ont aucune expérience militaire et qui ont jusqu'à 60 ans pour certains. Donc on se rend compte de l'état de la jeunesse ukrainienne. Et la plupart des jeunes entre 20 et 30 ans qui étaient en âge de se battre, soit ils ont été tués, soit ils ont été blessés, soit ils ont essayé de partir à l'étranger. Donc voilà ce qu'on a fait. Et ça, c'est aussi un drame dont on ne parle jamais dans les médias occidentaux. C'est que c'est tragique pour l'Ukraine et pour sa population ce qui s'y passe. Ça va être encore comme à chaque fois que l'Occident a décidé d'utiliser un pays, hein, que ce soit en Libye, en Irak. Ça va être des décombres qui va rester en Ukraine, c'est tout. Car ce que la Russie a pris jusqu'à maintenant, les territoires qui ont été récupérés par la Russie, il n'y a quasiment aucune chance que l'Ukraine et que l'OTAN les récupèrent. Donc ça, c'est très important. Maintenant, donc sur le plan international, Poutine a quand même gagné. D'ailleurs, on voit que c'est une victoire qui est en train de se réverber sur l'influence internationale des pays qu'on pourrait dire, on va pas dire du tiers-monde, mais ce qui n'était pas considéré comme l'Occident. Donc avec la création des BRICS, bon les BRICS ça existe depuis un certain nombre d'années, mais on voit l'influence qu'ils prennent. Il y a de plus en plus de pays qui demandent à rentrer dans les BRICS maintenant. Donc il y a 2 pays très forts dans ces BRICS, c'est surtout la Chine et la Russie, mais après vous avez le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, et il y a beaucoup de pays qui veulent rentrer dans cette association parce qu'ils voient bien que l'Occident est en phase terminale, enfin l'Occident belliqueux, otanesque, qui ne cherche qu'à donner des sanctions aux pays qui refusent de se soumettre et qui les attaque militairement aussi s'ils refusent de se mettre en sanctions. Donc maintenant, ce qui se joue aujourd'hui, c'est que la Russie a gagné sur le terrain. Maintenant, on a même vu que la semaine dernière, ça fait un certain nombre de mois qu'on nous parle des missiles supersoniques russes qui arrivent à une vitesse, je sais plus, c'est Mach 7, Mach 12, enfin j'ai oublié. En tout cas, en Europe, que ce soit les Américains ou que ce soit en Europe, personne n'a cette technologie-là. On le sait, hein. On sait que les Américains ont fait des tests dernièrement sur les missiles supersoniques, mais je crois que ça a raté. Mais ils n'arrivent pas à la cheville des Russes par rapport à la maîtrise de cette technologie. Et là, on sait qu'il y a des nouveaux missiles aussi qui viennent d'arriver sur le terrain il y a quelques semaines, alors que l'Occident et les États-Unis ont commencé à envoyer de plus en plus d'avions. On a envoyé les tanks au début, on a envoyé plein d'armements, mais là on a envoyé des avions de chasse.
Et je crois qu'en 1 ou 2 semaines, il y en a une vingtaine, trentaine qui ont été détruits justement par ces nouveaux missiles russes. Donc c'est vraiment la débandade pour l'Occident. L'Occident si puissant, hein, avec l'OTAN qu'on disait imbattable, parce que c'est une congrégation d'une vingtaine ou trentaine de pays, j'ai oublié. Et là, ils sont en train de perdre sur le terrain face à la Russie. Donc ça va avoir des influences considérables sur le futur. Donc on aura d'un côté l'Occident qui essaye de continuer sa marche en avant et son contrôle du monde. Et nous aurons de l'autre côté tous les autres pays, avec les BRICS, qui refuseront cette hégémonie. Donc comme le dit souvent Poutine dans ses discours, on va vers un monde multipolaire. Et c'est une bonne chose. Alors maintenant, si on nous cache un peu la victoire de la Russie en Ukraine. D'ailleurs, ils l'ont admis dans les médias officiels français après 1 an et demi à nous avoir dit que la Russie n'avait plus de munitions, que la Russie perdait je ne sais combien d'hommes par jour ou par mois. Enfin, on nous a tout sorti. Maintenant, 1 an et demi plus tard, on nous dit que la contre-offensive ukrainienne a échoué. On admet que les munitions, ce sont justement l'Ukraine et les Européens qui n'en ont pas assez. Et que grosso modo, voilà, c'est perdu. Et d'ailleurs, Zelensky, qui était le héros, enfin c'était le chantre de la démocratie dans le monde, aujourd'hui, on le laisse un peu de côté. Et d'ailleurs, l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine a été refusée il n'y a pas longtemps. Donc Zelensky, on voit que les Occidentaux sont en train de le laisser de côté parce qu'il ne leur sert plus à rien. Après avoir quémandé la terre entière, après avoir fait le tour des parlements mondiaux pour leur dire de donner de l'argent et des munitions et de l'armement pour aider son peuple, on voit que ça ne fonctionne plus, que la propagande a perdu et qu'aujourd'hui, pour éviter justement de faire face à cette défaite, on est passé au conflit israélo-palestinien. Donc ça va être une belle victoire pour la Russie, je pense, hein, et pour tous ces pays qui sont derrière, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont derrière en quelque sorte. Hein. On pense à l'Iran, on pense au Brésil, on pense à la Turquie, la Chine aussi, qui ne le disent pas officiellement, mais qui certainement pensent, enfin qui souhaitent une victoire de la Russie justement pour remettre un peu l'Occident en place. Donc grosso modo, pour comprendre ce qui s'est joué, c'était un peu comme une guerre du Vietnam. C'est que vous aviez deux puissances, hein, les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre. On a essayé de jouer ça sur un terrain d'un pays tierce, l'Ukraine, pour essayer d'affaiblir l'un des deux camps. Alors on pensait que ça allait affaiblir la Russie, mais aujourd'hui on voit que c'est le contraire. La Russie s'en sort très très fort. Et ce sont les Occidentaux qui ont perdu la guerre sur le terrain. Et la guerre même médiatique, je dirais. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui croient en leurs mensonges. Quand on se souvient on va dire en mars 2022, un mois après le début de l'opération militaire russe, on nous disait que les Russes n'avaient plus de munitions, n'avaient plus d'hommes, on voit où on en est aujourd'hui. Donc voilà. Donc sur l'Ukraine, ce n'est pas encore fini, mais je pense que bientôt ils seront obligés de se remettre à la table des négociations et d'accepter la réalité du terrain, comme disent les Russes. Et il y aura une partition, une division de l'Ukraine certainement, parce que les territoires maintenant qui ont été repris par les Russes, je ne vois pas comment les Ukrainiens pourraient les reprendre. Et si vous souhaitez avoir plus de détails, parce que moi j'essaie toujours de faire des vidéos courtes pour que les gens comprennent assez rapidement un sujet sur lequel ils ne comprennent pas toujours tous les tenants et les aboutissants. Vous pouvez regarder les excellentes vidéos de Xavier Moreau qui habite en Russie depuis plus de 20 ans et qui lui présente toutes les semaines justement des vidéos sur l'actualité, sur le front et qui s'y connaît très bien sur le sujet. Donc voilà. Donc je vous rappelle que si vous voulez aider un média indépendant, le livre Bouillon d'inculture, ça pourra nous aider. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.